Le grondement du vent du nord s'engouffre à travers les poutres vides de la vieille maison. Le bois a 300 ans, mais il ne grince pas, ne se brise pas, comme s'il respirait avec la terre. Comment est-ce possible qu'un bâtiment, érigé sans un seul clou, ait survécu aux empires et aux rois? Que savaient les anciens maîtres du Nord que nous avons désappris à comprendre? Et surtout, pourquoi leurs secrets ne peuvent-ils toujours pas être reproduits par les constructeurs modernes? La réponse à cela est cachée au plus profond du cœur du bois et dans la manière dont l'homme l'écoutait autrefois. Des archéologues de Bergen ont découvert les vestiges de constructions en bois dont l'âge dépasse 300 ans. Elles se sont conservées non pas parce qu'elles étaient cachées du temps, mais parce qu'elles étaient en alliance avec lui. L'ossature de ces maisons était assemblée selon le principe du tenon et mortaise, lorsqu'une bûche s'insère dans une autre, comme une articulation dans un os. Cette jonction était appelée queue d'aronde, une forme difficile à arracher, mais facile à assembler si l'on connaît le rythme du bois. Imagine, pas de clous, pas d'agrafe métallique, seulement la précision, la tension et la force des mains. Le viking abat l'arbre en hiver, lorsque la sève est figée et que le bois est plus dense que l'os. Chaque coup de hache résonne comme un serment. L'arbre doit vivre plus longtemps que l'homme. Ce rituel n'était pas une superstition. L'air froid séchait les fibres, empêchant la pourriture. Ainsi naissait un matériau qui ne craignait ni le sel marin, ni l'humidité du nord. Le mot « longhouse » sonne sec, mais pour les Scandinaves, il signifiait un monde entier. Cette longue habitation n'était pas seulement une maison, c'était un navire sur terre. La forme longue et étirée du toit rappelait la quille inversée d'un drakkar, et la fumée du foyer s'échappait par une ouverture, comme de la gorge d'un dragon. À l'intérieur vivaient des gens, des animaux et les esprits des ancêtres. Sous un même toit, la vie bouillonnait, et le bois l'absorbait, comme une mémoire. Les historiens écrivent que de telles maisons ne se construisaient pas en un jour ni en un mois. C'était un événement communautaire, la naissance du nouveau cœur du village. Chaque homme connaissait son rôle, chaque enfant observait la mise en place des premiers piliers. Ces piliers étaient appelés piliers de vie. Ils étaient enfouis profondément dans le sol, presque jusqu'au niveau du pergélisol, et traités au goudron. Un mélange de résine et de cendre protégeait le bois de la pourriture, comme une armure. Les fouilles archéologiques en Islande montrent les parties inférieures de ces piliers se sont conservées pendant des siècles, ne subissant presque aucune destruction. C'est précisément grâce à cela que les maisons vikings ont tenu des centaines d'années. Non pas grâce à des miracles, mais grâce à une compréhension précise de la nature. Ils savaient où le bois respirerait et où il pourrirait, et ils maîtrisaient cet équilibre. Une fois le longhouse achevé, il devenait le centre du monde. À l'intérieur résonnait le bourdonnement des voix, le cliquetis des coupes, le ronflement du bétail. Les murs en bois absorbaient tout, la chaleur, les rires, les larmes. Et il semble que si l'on s'approche d'une telle maison aujourd'hui, en posant la paume de la main sur le bois, on peut entendre le murmure de ceux qui y vécurent il y a 1000 ans. Mais pour comprendre comment ces maisons ont traversé les siècles, il faut savoir comment les Vikings choisissaient l'essentiel, le bois. Car le choix du tronc décidait du destin de la construction. Et c'est de là que tout commençait. L'hiver. Un hiver silencieux, craquant comme un os. À ce moment, les Vikings sortaient dans la forêt, non pas pour du bois de chauffage, mais pour le destin de la future maison. Ils savaient, un arbre abattu pendant la saison chaude pourrirait comme un cœur faible. Seul le chêne ou l'épicéa d'hiver, figé par le froid, deviennent immortels. Des archéologues en Norvège ont trouvé des traces de coupes hivernales. Les anneaux de croissance montraient que le bois était extrait précisément pendant la période où le mouvement de la sève s'arrêtait. Ces découvertes ont confirmé que les anciens Scandinaves avaient une période de construction bien définie, entre les premières gelées et le retour du soleil. Mais le choix de l'arbre, ce n'est pas seulement un métier. C'était comme la recherche d'un compagnon. Le viking écoutait la forêt. Il ne choisissait pas l'arbre le plus épais, mais le plus résistant. Si la foudre avait un jour frappé le tronc, mais que celui-ci avait survécu, cela signifiait que l'arbre était éprouvé par le destin. On en faisait des poutres porteuses. Un tel matériau s'appelait cairntre, bois de cœur, dense, lourd,
comme s'il conservait lui-même le souffle de la terre. Les coups de hache ne sonnaient pas comme une destruction, mais comme un rituel d'union. Chaque coup laissait une trace, semblable aux marques du temps sur le visage d'un vieil homme. Quand le tronc tombait, on ne le touchait pas pendant plusieurs jours, pour que l'âme de l'arbre s'en aille. Ainsi pensaient les Nordiques, et les études modernes le confirment. Le bois qui reposait après l'abattage séchait plus uniformément, devenait plus résistant à la fissuration. Ensuite commençait la magie de l'artisanat, le sciage, le séchage, la découpe des assemblages. Le terme utilisé pour désigner ce processus sonne comme tundering, l'art d'ajuster le bois. Ce n'est pas qu'un simple travail de charpente, c'est presque de la chirurgie. Le maître savait, une erreur d'1 millimètre et toute la structure s'écroulerait. Il vérifiait les fibres, comme un médecin prend le pouls. Les planches étaient séchées au vent, non au soleil, afin qu'elles ne se déforment pas. Dans certaines régions d'Islande, des granges construites selon les mêmes principes subsistent encore. Aucune pièce métallique, seulement la tension et la force de frottement. Les données archéologiques du site de l'Anse aux Meadows au Canada montrent que, même outre-mer, dans les colonies vikings, les maisons étaient construites de la même manière. Cela indique que leur connaissance se transmettait comme un code sacré, immuable, n'ayant pas besoin de livres. L'image de ce travail, comme une danse ancienne avec le bois. Le maître ne brisait pas le matériau, mais écoutait son souffle. Il comprenait où le bois voulait se plier, où il résistait. Dans les mains du charpentier, la hache n'était pas une arme, mais une prolongation du corps. La lourde lame ne coupait pas l'excès, elle révélait la forme cachée à l'intérieur. C'est à ce moment qu'apparaissait un autre élément important, les traîneaux du temps. C'est ainsi que les Vikings appelaient les larges poutres sur lesquelles la maison semblait glisser sur le sol. Ces poutres empêchaient la construction de s'enfoncer dans l'humidité. Elles étaient la première protection contre le temps. Les chercheurs modernes ont remarqué, dans les vieilles maisons, de telles fondations ont tenu des siècles, bien que la terre environnante ait changé depuis longtemps. Difficile à croire, mais aucun clou ne maintenait ces constructions. Le bois se tenait tout seul. Le secret résidait dans la géométrie, dans l'ajustement parfait des assemblages, où chaque tenon s'insérait dans la mortaise selon un angle calculé pour l'expansion du bois due à l'humidité. Plus l'air devenait humide, plus les assemblages se serraient. C'était appelé le verrou vivant. La nature elle-même renforçait la maison quand la tempête arrivait. Le travail du charpentier viking était semblable à une prière. Il ne construisait pas de simples murs, il créait une protection contre le chaos des vents du nord. Chaque poutre, chaque éclat de bois avait son importance. Même une fissure dans le bois pouvait indiquer où serait la porte. Tout était fait non pas d'après des plans, mais de mémoire. Ces connaissances se transmettaient de père en fils, de main en main, sans mots. Les ingénieurs modernes tentent de reproduire ces méthodes, mais le plus souvent, les maisons assemblées sans clous ne résistent pas au siècle. Les Vikings, eux, parvenaient à ce que leurs habitations survivent, même aux constructions en pierre d'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ne luttaient pas contre la nature, ils construisaient avec elle. Une fois les matériaux prêts, le principal commençait, l'assemblage de l'ossature. Ce jour-là, le village se taisait. On n'entendait que le crépitement du feu et les coups sourds du bois contre le bois. Le moment était venu où le vivant se transformait en éternel, et chacun qui soulevait une poutre savait. Il y avait dans ce travail quelque chose de plus qu'une simple maison. C'est la mémoire d'un lignage incarné dans le bois. Au-dessus de la baie se lève un soleil gris. L'air frissonne de froid. Aujourd'hui est le jour où le bois deviendra une maison. Les Vikings se rassemblent, toute la communauté, les anciens, les femmes, les enfants, même les chiens. Ce n'est pas une construction, c'est un rituel. On abasse en premier vers la terre les piliers de vie, de massives poutres de chêne, écorcées et brûlées au feu. Leur partie inférieure est enduite de goudron et de cendres pour les protéger de la pourriture. Les archéologues, ayant étudié les restes de maisons à Birka et au Kattegat, ont découvert. C'est précisément l'imprégnation au goudron qui a permis au bois de ne pas se détruire pendant des siècles, même dans les sols marécageux.
Quand le premier poteau se dresse verticalement, un cri se fait entendre, ancien, guttural, presque animal. Ce n'est pas une superstition. Ainsi, les Vikings prévenaient les esprits de la terre qu'un homme allait maintenant vivre ici. À côté, on enterre un symbole, un morceau de fer ou une figurine du dieu Thor pour que la maison acquiert de la force. Après cela, un travail précis, méticuleux commence, comme l'assemblage d'un puzzle géant. À ce moment, le principal miracle de l'architecture nordique naît, une charpente, que plus tard les savants nommeront une construction de type stave. Le mot provient du vieux norrois stafr, poteau. Chaque tel poteau se connectait à un autre non par des clous, mais par un système de mortaises et de coins. Ces coins s'appelaient twinels, des chevilles en bois enfoncées avec un calcul précis de l'angle. Quand le bois absorbait l'humidité, les trinelles gonflaient et se transformaient en verrous vivants. Des tests modernes ont montré une telle jonction supporte une pression de plusieurs tonnes, sans métal, sans colle, seulement la force de la nature et le calcul. Imaginez comment cela ressemblait. Des dizaines d'hommes soulèvent une poutre d'une longueur de plus de 10 mètres. Cris, coups, odeur de résine et de sueur. La maison grandit, comme un organisme vivant. Chaque partie trouve sa forme. Ce n'est pas juste un travail, c'est une danse de force et de précision. Les maîtres se déplaçaient de manière synchrone, presque en silence, comme suivant un rythme connu d'eux seuls. Quand la charpente était debout, à elle, on ajoutait des panneaux muraux. Ils consistaient en des planches verticales, insérées dans les rainures de la poutre inférieure et supérieure, comme des dents dans une mâchoire. Cette méthode s'appelait le verrou à panneaux. Il permettait au mur de respirer, de s'étendre en hiver et de se contracter en été sans se briser. Le bois travaillait comme un matériau vivant en s'adaptant au climat. À l'intérieur, la chaleur était conservée. Et à l'extérieur, la maison résistait aux tempêtes qui pouvaient détruire un navire. Les historiens considèrent que, à la base de cette technologie se trouvait la même logique que dans la construction navale, car les Vikings étaient avant tout des marins. Leurs dracars tenaient l'océan non pas parce qu'ils étaient lourds, mais parce qu'ils étaient flexibles. La même philosophie, flexibilité au lieu de la force, est allée aussi à la base des maisons. Les poutres ne luttaient pas contre le vent, elles lui cédaient, comme une voile cède à la tempête, pour survivre. Sur le sommet du toit, on installait 2 extrémités courbées, ressemblant à des cornes. C'était un signe de protection, le symbole d'une maison guerrière. Et au centre, au-dessus du foyer, on laissait une ouverture, une cheminée sans conduit. Quand de lui s'élevait la fumée, elle rappelait la trace d'un feu sur un mât de navire. De l'extérieur, la maison ressemblait à une bête tapie parmi les collines, tandis qu'à l'intérieur, elle était un ventre chaud où se cachait la vie. Chaque partie avait sa propre voix. Lorsque le vent traversait le toit, les poutres émettaient un son sourd et grave, comme si la maison parlait à la tempête. Les gens croyaient que c'était un signe de force. Des études acoustiques modernes ont montré que la forme du toit créait effectivement une résonance particulière, dissipant la pression du vent. La maison chantait littéralement contre la tempête. À l'intérieur, les murs étaient recouverts d'une couche d'argile mélangée à de la laine de mouton, un isolant naturel retenant la chaleur et l'humidité. Le long des murs étaient installés des bancs où l'on dormait, mangeait et rangeait les armes. Une seule maison pouvait accueillir jusqu'à 40 personnes, familles, serviteurs, guerriers. Pour un étranger, cela aurait été étroit, mais pour un viking, c'était un monde. Les charpentiers achevaient le travail en installant la poutre centrale, l'âme de la maison. Elle était soulevée à bras, sans toucher le sol, et fixée sous le toit au champ des femmes. On disait, si cette poutre était posée de travers, la maison ne survivrait pas 10 hivers. Tout dépendait de la précision, de l'équilibre, du respect du matériau. Lorsque le dernier éclat de bois tombait au sol, tous savaient, la maison était née. Mais il restait encore un dernier secret, sans lequel aucune longhouse n'aurait survécu au siècle. Un secret dont les maîtres modernes se souviennent avec un frisson. Comment les Vikings avaient appris à protéger le bois du pire ennemi du Nord, l'humidité. La pluie, les brumes humides, le sel marin, l'humidité infinie, le principal ennemi de tout bâtisseur du Nord. Mais pour les Vikings, ce n'était pas une menace, mais un élément avec lequel on pouvait s'entendre. Ils savaient,
Le bois n'a pas besoin d'être hermétisé. Il faut lui apprendre à respirer. C'est pourquoi leurs maisons n'étaient pas peintes, ni recouvertes de tôle métallique, mais imprégnées de substances vivantes, de résine, de goudron et d'huile de poisson. Cette odeur, épaisse et âpre, se sentait à des dizaines de pas, comme si la maison elle-même exsudait force et endurance. Les sources historiques mentionnent le processus de goudronnage, lorsque la surface des murs était chauffée au-dessus du feu et qu'une résine épaisse de conifères y était frottée. Des expériences modernes ont montré qu'un tel traitement rend le bois résistant à l'humidité, aux champignons et aux insectes pour des siècles. Les archéologues, ayant étudié les vestiges des maisons vikings dans la région d'Uppsala, ont trouvé des traces d'une telle surface carbonisée, une fine couche de résine imprégnée de cendres. Sa densité est si grande que même après 1000 ans, il reste lisse et hydrofuge. Cette technologie était appelée le bouclier noir. Le bois prenait la couleur de la nuit, mais restait vivant à l'intérieur. La flamme ne le brûlait pas, mais le trempait, comme un forgeron trempe une épée. La surface devenait dure, mais conservait sa flexibilité, et quand les pluies battaient les murs, l'eau ruisselait comme sur la peau d'un animal. Cependant, la protection ne venait pas seulement de l'extérieur. Le véritable miracle de l'architecture nordique était le système de drainage. Les fondations des maisons vikings n'étaient presque jamais posées sur des pierres. Sous le plancher, on plaçait une couche de gravier et d'écorce qui absorbait l'humidité. C'était appelé le coussin vivant. Quand la terre était mouillée, elle ne faisait pas monter l'humidité, mais au contraire, elle l'absorbait. Des fouilles archéologiques dans le village de Borg, aux îles Lofoten, ont montré à la base de certaines maisons se trouvaient des couches d'écorce de bouleau et de sable, ce qui assurait une ventilation naturelle. La maison ne luttait pas contre la pluie, elle vivait avec elle. Quand les averses ruisselaient du toit, l'eau s'accumulait dans des gouttières spéciales, creusées directement dans les poutres. Ces gouttières dirigeaient le flux sur les côtés, protégeant la base de l'érosion. Les Vikings n'utilisaient pas de gouttières métalliques, tout était en bois. Même les fixations des gouttières étaient faites de branches courbées, séchées et fixées selon la forme du toit. Il est intéressant de noter que l'intérieur de la maison était toujours sec, malgré l'humidité constante à l'extérieur. La chaleur du foyer créait un effet de tirage. La fumée sortait par l'ouverture du toit et avec elle montait l'excès d'humidité. Les ingénieurs modernes appellent cela la ventilation naturelle, mais les Vikings l'avaient découverte bien avant la science. Leurs murs respirants ne retenaient pas l'air, mais le dirigeaient, créant un flux doux et constant. Pour un Viking, la maison n'était pas seulement un abri. C'était un organisme où le bois, le feu, l'air et l'eau s'unissaient en équilibre. Chaque partie avait sa signification rituelle. Quand le maître appliquait la première couche de goudron, il murmurait une prière à Odin, afin que le vent ne détruise pas le toit. Quand le sol était recouvert d'écorce, les femmes y répandaient des herbes sèches, bruyère et mousse, symbole de pureté. Et cela avait un sens pratique. L'odeur des herbes repoussait les insectes et la mousse retenait la chaleur. Les chroniques scandinaves décrivent que dans de telles constructions, la température hivernale ne descendait pas en dessous de 10 degrés, même lors de fortes tempêtes de neige. Tout cela grâce au fait que la chaleur du foyer se reflétait sur les murs en bois imprégnés de résine et revenait à l'intérieur. Les poutres intérieures brillaient de graisse et de suie, c'était leur armure naturelle. Un fait qui étonne les scientifiques, certains éléments de ces maisons, trouvés dans les musées d'Oslo et de Reykjavik, ont conservé une résistance supérieure aux normes de construction modernes. Le bois ne s'effrite pas, ne se fissure pas, ne pourrit pas. Les scientifiques notent que le secret ne réside pas seulement dans les matériaux, mais aussi dans la philosophie même de la construction, l'équilibre et non la lutte. Et si l'on écoute cette philosophie, on peut comprendre pourquoi de telles maisons ont traversé les siècles. Elle n'était pas construite contre le monde, mais en accord avec lui. Quand la tempête hurlait derrière les murs, la maison grondait en retour, mais ne s'effondrait pas. Quand la neige se déposait sur le toit, les poutres pliaient, mais ne se brisaient pas. Tout était calculé, comme une respiration. Mais la protection contre l'humidité n'est qu'une partie du secret, car la maison viking devait résister non seulement aux pluies et à la neige, mais aussi au feu,
cet élément qui n'épargnait même pas les forteresses de pierre. Et c'est là que les maîtres du Nord ont montré ce qui semble presque impossible aux ingénieurs modernes, le feu, le pire ennemi du bois. Une seule étincelle imprudente du foyer et tout se transforme en cendres. Mais les Vikings, qui vivaient dans des maisons où brûlait constamment un feu ouvert, ne connaissaient presque pas les incendies. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient apprivoisé l'élément. Leur maison ne brûlait pas, elle couvait, lentement, comme si le bois lui-même résistait à la destruction. Le secret résidait dans une méthode que les chercheurs modernes appellent la protection par carbonisation. Lorsque la charpente de la maison était prête, les maîtres traitaient les poutres intérieures au-dessus de la flamme, non pour l'esthétique, mais pour que la couche supérieure du bois devienne carbonisée. Ce processus était appelé brenning, brûlage. Une fine couche de charbon se transformait en bouclier naturel. Elle ne favorisait pas la combustion, ne laissait pas passer l'humidité et repoussait les insectes. Des échantillons archéologiques trouvés à Trondheim montrent des traces claires de cette technique. Les poutres sont brûlées précisément sur une profondeur de quelques millimètres, la structure du bois à l'intérieur étant restée intacte. Cette technologie étonne même les spécialistes modernes. La surface carbonisée est non seulement résistante au feu, mais elle prévient également la pourriture. C'est pourquoi certaines maisons ont tenu des siècles, bien qu'elles aient été frappées par la foudre et les incendies. Un des exemples frappants, les vestiges d'une construction dans la région de Borg, où les traces de carbonisation côtoient une conservation parfaite des couches inférieures du bois. Il semblerait que la maison aurait dû brûler, mais elle a résisté, comme un guerrier aguerri après la bataille. Le feu faisait partie de la construction. Il ne faisait pas seulement chauffer, mais créait aussi une protection. Le foyer, le cœur de la longhouse, était situé strictement au centre, et la fumée montant vers le haut se déposait sur les poutres en une fine couche de suie. Ce dépôt agissait comme un antiseptique, protégeant le bois de la moisissure. Génération après génération, les murs devenaient de plus en plus sombres et solides. Même l'odeur à l'intérieur de ces maisons était particulière, épaisse, résineuse, avec une touche de fumée et de sel. Celui qui entrait sentait que la terre elle-même l'accueillait au seuil. Le mot « høvding », maître de maison, ne désignait pas seulement le propriétaire, mais le gardien du foyer. C'est lui qui veillait à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Selon la tradition, si le feu s'éteignait dans la maison, c'était considéré comme un mauvais présage, comme si la maison était morte. Le feu était le symbole de la mémoire du lignage, et tant qu'il brûlait, la maison vivait. Les archéologues modernes ont trouvé près des foyers de minuscules récipients contenant des restes de graisse et de résine. On les versait dans la flamme pour qu'elle respire régulièrement et ne projette pas d'étincelles. Il y avait là un sens pratique. De tels mélanges procuraient une combustion stable, presque sans étincelles, réduisant le risque d'incendie. Lorsque la fumée s'échappait par l'ouverture du toit, elle ne se contentait pas de s'évaporer, elle créait une couche de protection. La résine, se déposant avec la suie, s'imprégnait dans le bois, et avec le temps, celui-ci devenait comme imprégné d'une armure. La maison vieillissait, mais ne s'affaiblissait pas. Elle noircissait comme un vieux guerrier, mais à chaque hiver, elle devenait plus solide. Des études modernes montrent que le bois traité à la fumée et au goudron conserve sa résistance plusieurs fois plus longtemps que le bois ordinaire. Il n'est donc pas surprenant que les plus anciennes maisons de Norvège, datant du XIe siècle, soient encore debout. Leurs toits n'ont été que légèrement rénovés, mais les poutres porteuses sont d'origine. Dans les musées d'Oslo et de Trondheim, on peut voir des fragments de ces constructions. Lisses, comme polies par le temps, elles sentent la fumée et la résine, comme si elles étaient vivantes. Mais la force des maisons vikings ne résidait pas seulement dans leur endurance. Elles étaient conçues avec une compréhension étonnante de la physique. Les toits étaient très inclinés, à un angle d'environ 45 degrés, afin que la neige ne s'y accumule pas. Chaque saillie avait son importance. Les avant-toits protégeaient les murs de la pluie, et les fenêtres étroites ne laissaient pas passer le vent froid. Même la forme des poutres sous le toit répétait la courbure de la quille d'un navire. Cette courbure répartissait uniformément le poids de la neige. Tout était pensé, tout était subordonné à l'harmonie.
Même l'ouverture de la cheminée, qui semblait simple, avait des proportions idéales. Trop étroite, la maison suffoquerait. Trop large, elle perdrait de la chaleur. Mais les Vikings savaient trouver l'équilibre, parce qu'ils sentaient l'élément et ne le mesuraient pas avec des instruments. Et ainsi, quand la maison se tenait là, noire et brillante de résine, sous le sifflement du vent et le crépitement du feu, elle devenait une partie du paysage. Non pas une construction, mais un être. Les gens disaient « Notre maison est vivante ». Et c'était vrai, elle respirait, grinçait, protégeait et connaissait ses maîtres. Mais il y avait encore plus dans cet être vivant, ce qui rendait la maison non seulement solide, mais éternelle, la mémoire. Car les murs de ces constructions conservaient les voix de nombreuses générations, et c'est précisément cela qui transformait le bois en pierre et la maison en légende. Quand un Viking partait en expédition, sa maison ne restait pas vide, elle attendait. Le bois mémorisait les pas, le souffle, même les coups d'épée sur le mur. Les archéologues trouvaient dans les poutres des entailles, des marques des propriétaires, comme des signatures dans l'éternité. La maison devenait la chronique du lignage. Avec les années, le bois s'assombrissait, mais ne vieillissait pas. Chaque fissure, comme une ride sur le visage d'un vieil homme dans laquelle vit la mémoire. Les chroniques scandinaves racontent, quand le maître mourait, la maison n'était pas détruite, mais seulement une partie du toit était reconstruite, afin que l'âme puisse sortir. Ces constructions ont tenu des siècles, se transmettant de génération en génération, traversant guerres, épidémies, chutes de neige et même changements de foi. Et chaque nouvel habitant sentait sous ses pieds la même force que ses ancêtres. Aujourd'hui, alors que nous construisons des tours de verre et oublions l'odeur du bois, ces maisons nous rappellent. La solidité n'est pas dans le béton, mais dans le respect du monde. Les Vikings ne vainquaient pas les éléments, ils s'accordaient avec eux. C'est peut-être pour cela que leurs maisons ont tenu 300 ans. Et voici une question pour toi. Si tu devais construire une maison qui survivrait à ta vie, ferais-tu confiance au fer ou au bois qui se souvient du souffle du vent ?